Mesdames, Messieurs, merci à tous d'avoir pu répondre présent pour ce premier vrai conseil municipal, second conseil municipal de cette mandature. Il est 19h, je vous propose de commencer par fermer les portes de ce conseil municipal. Et comme il est de coutume, nous allons procéder à l'appel. Je vous propose de désigner le plus jeune de notre assemblée, Benjamin, notre assemblée, pour être secrétaire de séance et donc pour procéder à l'appel. Ce sera donc M. Quentin William. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre ce vote? Non plus. M. Quentin William est désigné secrétaire de séance. Merci de procéder à l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Monsieur Dumont-Pierre-Henri. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Desaigne Véronique. Présente. Monsieur Coupé Olivier. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wacheux Annette. Présent. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Pile Robert. Présent. Madame Manier René. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Louchet Laurence. Présente. Monsieur Lamblin Richard. Présent. Madame Fleur Caroline. Présente. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présente. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel-René, excusée, donne pouvoir à Madame Véronique Desaigne. Monsieur William Quentin, présent. Monsieur Perron-Serge. Présent. Madame Fournier-Annick. Présente. Monsieur Deldrey-Régis. Présent. Madame Delcroix-Nathalie. Présente. Monsieur Dune Maurice. Présente. Monsieur Bouchel-William. Présente. Madame Branly-Sandrine. Présente. Et Monsieur Ségard-Thierry. Merci, Monsieur William. Pour commencer, je vous demande l'autorisation de modifier l'ordre du jour que vous avez reçu comme suit. Report du point 8.2.6 qui concernait la désignation des représentants du comité technique. Le report du point 8.2.5 qui portait désignation des membres de l'Office municipal de sport. Et l'ajout du point 8.3.6, désignation d'un représentant à la Fédération d'énergie du Pas-de-Calais. Il devrait y avoir les documents sur votre table. Pas de remarques? Bon. Le premier point de ce conseil municipal nous porte un projet de délibération qui vise à l'approbation du procès-verbal du premier conseil municipal. Je vous demande de bien vouloir approuver le procès-verbal d'installation des membres du conseil municipal qui s'est déroulé le vendredi 4 avril 2014, bien que celui-ci ne vous ait pas été transmis préalablement. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez en prendre connaissance. Propose de passer au vote. Qui est contre l'approbation de ce procès-verbal? Qui s'abstient? La délibération est adoptée par le conseil municipal. Deuxième point à l'ordre du jour, les indemnités de fonction qui concernent le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. En application de l'article L 2123.23 et L 2123.24 du Code général des collectivités publiques et dans le respect de l'enveloppe globale de 7 108,75 € fixée comme suit, comprenant les indemnités du maire qui sont de 55% de l'indice 1015 de la fonction publique et les indemnités des adjoints et conseillers municipaux délégués de 6 fois 22% de l'indice 1015,
ce qui représente un montant total de 2090,81 € pour le maire, 635,99 € par adjoint et 199,96 € par conseiller municipal délégué. Je vous rappelle que pour l'ancien mandat, l'enveloppe globale était de 8 781,39 € par mois. Maintenant, l'enveloppe globale est de 7 106,51 € par mois, soit une économie sur 6 ans de plus de 120 000 €. Je vous propose donc de fixer les indemnités comme précisé dans le projet de délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet est adopté. Passons au point 3. J'aimerais intervenir, Monsieur le Président, si vous me permettez. Est-ce que c'est un rapport avec le sujet? Oui, tout à fait. Allez-y. Alors, je constate que la nouvelle municipalité a opté pour une réduction du nombre d'adjoints. Alors, de prime abord, cette disposition semble vouloir faire économiser de l'argent à la collectivité. On pourrait presque être d'accord avec celle-ci. Mais lorsqu'on prend l'expression collective et la participation de tous, cela laisse un goût amer. En effet, le maire garde son indemnité dans sa totalité alors qu'il a obtenu un poste de vice-président à la CAC. Le montant total de ces indemnités se porte à 3 763 €. Sans vouloir polémiquer, Madame Dumont-de-Seigne, deuxième adjointe, cumule également les fonctions d'adjointe et de vice-président à l'agglomération, ce qui porte ses indemnités à 2 308,64 €. Soit un total pour le même foyer de 6 000 € passés. Alors Je vous rappelle simplement que je ne suis pas marié avec Madame de Seigne. Non, mais vous êtes vous échappez. Alors que des portefeuilles peuvent encore leur être attribués. Alors oui, je pense que le maintien de 8 adjoints était faisable avec la même enveloppe si le maire avait revu ses prétentions à la baisse. Les élus ont un rôle difficile parce qu'ils doivent s'absenter de leur travail pour participer aux réunions des différentes commissions, mais ce temps n'est pas rémunéré par les employeurs. Ils sont donc le dindon de la farce. Réduire la facture est très louable, sauf quand il s'agit de l'appliquer aux autres, ce qu'on ne s'applique pas à cela. Merci, Monsieur le Président. Mais de rien, Monsieur le conseiller municipal. Je vais donc répondre sur cette attaque. Je considère que le montant qui est indiqué ici, le montant, voilà, juste, petite de précision, j'ai quitté mon emploi, comme je m'y étais engagé durant la campagne, et je gagne moins actuellement que ce que je gagnais auparavant. Quant aux indemnités des autres personnes, et les cumuls des indemnités, je pense que ce n'est pas forcément le lieu pour en parler. Une fois de plus, je ne suis pas du tout dans le même foyer fiscal que Madame Dumont. Comme vous pouvez l'imaginer, en plus, les indemnités que vous donnez pour les postes de vice-président de l'agglomération sont erronées. Je vous invite à relire les délibérations du conseil d'agglomération qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, quitte à dire des choses, autant dire les bons chiffres. Je vous remercie. Passons donc au troisième point, le règlement intérieur du conseil municipal. Selon l'article L 2121.8 du Code général des collectivités territoriales, le règlement intérieur du conseil municipal doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation. Je vous propose d'approuver dès à présent le projet de règlement qui vous a été remis en début de séance et qui modifie celui qui vous a été transmis par l'ajout de l'article 6.2 de la commission agriculture et le transfert de la commission achat à l'article 6.3. J'attire également votre attention sur ce projet de règlement intérieur, sur les quelques modifications qui ont été apportées par rapport à l'ancienne mandature. Vous pouvez prendre l'article 4, le 3e paragraphe, où est instaurée la possibilité pour chaque liste représentée au sein du conseil municipal de demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal une fois par an, avec l'ensemble des documents transmis préalablement comme de droit. J'attire votre attention également sur l'article 6.2 et la création de commissions extra-municipales, ainsi que sur l'article 33, en page 12, où la municipalité donne accès à une tribune mensuelle à chaque groupe représenté au sein du conseil municipal sur le site internet de la ville,
Sur le point 11, l'article 35, avec la création du droit de pétition, où 500 électeurs de la commune peuvent présenter un projet à la municipalité et au conseil municipal, sont à les mêmes dispositions que les groupes minoritaires. Et l'article 36 sur l'exemplarité et l'éthique, sur ce qui concerne les conflits d'intérêts en particulier, et la signature d'une charte d'éthique des élus municipaux qui sera établie et proposée à la signature de chaque élu. Je vous invite donc, si vous le désirez, à voter pour ce règlement intérieur. Qui est contre ce règlement intérieur? Monsieur, attendez, je peux intervenir? Allez-y, je vous en prie. On va peut-être finir le vote, et puis après on... Non, attendez, ça fait partie du... Allez-y. Ça fait partie du débat. On va pas voter un règlement intérieur sans discuter quand même. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Donc, concernant l'ordre du jour, hein, j'ai pas de détails bien sûr. L'ordre du jour, il faut 3 jours avant remettre disons, si on veut poser une question au conseil municipal, il faut que ça soit 3 jours avant. Oui. Avant, c'était 48 heures. Je pense que 48 heures, c'est pas mal, parce que là, vous voyez, on a eu la réunion de conseil aujourd'hui. On a eu les documents vendredi, samedi. Je vous demande de pouvoir envoyer les documents. Alors, à l'avenir, on va étendre la date d'envoi des documents. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire 5 jours comme c'était le cas auparavant, mais on essaye de faire 2 semaines. 10 jours, le minimum, dans la limite du possible. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis la limite de 3 jours. Parce qu'il faut aussi donner au service, vous savez, le temps de préparer les réponses, de préparer les documents. Non, mais on est d'accord. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas prévu de jouer sous la règle des 5 jours en envoyant des gens déposer les convocations voilà. 5 jours auparavant. Bon, on est d'accord. Concernant la commission extra-municipale, vous venez d'en parler. Donc, tous les citoyens maintenant ont reçu un mail, un PAR, en demandant s'ils étaient d'accord pour participer à cette commission. Donc, je voudrais savoir qui est-ce qui va choisir les candidats. On va créer un jury de sélection. Combien de citoyens sont prévus dans les commissions? Ça dépend de la taille des commissions. Ce sera a priori un président issu du conseil municipal, un vice-président issu du conseil municipal, 3 élus et 3 citoyens. L'objectif étant de réunir les commissions le plus souvent que nécessaire. Et qu'on considère qu'avoir des commissions, disons, trop nombreuses pose un problème de réactivité. Oui, parce que concernant par exemple la commission, comment ça s'appelle, l'urbanisme, on risque d'avoir beaucoup de propriétaires terriens qui s'accrochent à cette commission. Par contre, je pense qu'au cimetière, il y aura beaucoup de monde. Mais détrompez-vous, on a déjà vu beaucoup de demandes pour le cimetière. Je connais la chose. Donc, concernant le fonctionnement des commissions, donc, je suis d'abord content que je vois que la commission achat est revenue de la commission spéciale, parce que, vous voyez, moi, une commission achat fait partie des commissions extra-municipales. Nous sommes d'accord. Fonctionnement des commissions, tout le monde empêché peut donner pouvoir à un de ses collègues, je pense que ça ne sert à rien du tout, quand une commission n'a qu'une voix consultative, n'a pas un pouvoir de décision, donc il faut donner un pouvoir au poste, ça ne va pas changer le problème. Concernant, je vois des petits détails. Les détails qui sont importants dans les yeux. Et on a déjà dispositions diverses, exemplarité éthique. D'abord, je vous rappelle que tout élu qui est concerné ne doit pas prendre part à la délibération d'attribution des subventions à cette association. Ça se passe déjà tout ça. Les élus ayant un intérêt quelconque dans une entreprise participant à un appel d'offres, de ne pas participer bien sûr à cet appel d'offres, c'est déjà comme ça, c'est la loi. Donc une charte d'éthique des élus municipaux sera établie et proposée à la signature de chaque élu. Moi, je vais le signer, étant donné que j'ai toujours une charte d'éthique, je vais pas signer quelque chose pour... C'est votre droit le plus entier, hein, c'est pour ça qu'on l'impose pas. C'est votre droit le plus entier, c'est pour ça qu'on l'impose pas. On rappellera quand même ce que vous avez dit, entre les fois d'accord avec moi, monsieur le maire. Ce résultat montre que les Marquois ont décidé de dire stop à Serge Perron, à sa politique de dépenses inutiles, donc il faudra nous donner lesquelles, et à ses magouilles entre amis. C'est magouilles entre amis. Si j'ai eu des magouilles entre amis, d'abord, il faudra les dire lesquelles, bien sûr, c'est facile de l'écrire. Il faudra dire lesquelles. J'ai peut-être des magouilles entre amis, mais je n'ai pas de magouilles en famille. J'ai jamais eu ma mère qui était vice-présidente de l'aglo et adjointe au conseil municipal. Il s'agissait d'un vote, M. Perron. Je pense que le vote a été... D'autant que la vice-présidente de l'aglo
On va s'occuper de l'assainissement, un domaine que je connais parce que c'était dans notre attribution auparavant. Je ne sais pas si Madame Dumont a des particularités, enfin, des spécialités, des connaissances particulières pour s'occuper de l'assainissement. Madame Dumont, vous étiez mis en cause. J'ai été mis en cause, c'est moi qui ai été mis en cause là. Malgré votre ami, je voudrais savoir les malgré que j'ai fait. Non, attendez. Passez, vous parlez. C'est des preuves. C'est de la diffamation pour Donc, sur l'intervention de M. Perron, et pour lever toute ambiguïté sur le fait d'être mère et fils, vous savez que, pour les plus anciens, mon engagement en politique à Marcq remonte à 1983, où j'ai mené une campagne municipale sur une liste qui s'appelait Marcq Village et qui était conduite par Philippe Dessort. Ensuite, j'ai toujours continué à participer aux campagnes municipales, que ce soit sur Marcq ou sur Calais, puisque comme la loi m'y autorisait, j'avais la possibilité, payant des impôts dans l'une et l'autre, de choisir l'endroit où je pouvais faire de la politique. J'ai donc été élue à Calais, participant à une liste municipale, et à ce titre, j'étais déjà désignée à la communauté d'agglo qui à l'époque s'appelait la CAC, puisque l'opposition avait eu un siège. Alors, il se trouve que, effectivement, j'ai un fils qui aujourd'hui est maire, et ça ne relève absolument pas d'une combine et d'une magouille, puisque mon engagement remonte à bien avant la naissance de mon fils, et qu'il se trouve que mon fils a une appétence pour la politique, et puis d'ailleurs ça semble bien lui réussir, eu égard aux résultats qu'il a obtenus pour sa première campagne municipale. Et vous n'êtes pas sans savoir que les femmes revendiquent leur place dans la société, et que, au titre de l'égalité homme-femme, je ne vois pas pourquoi une mère, sexe féminin, devrait s'effacer devant son fils, sexe masculin, puisque c'est un débat, hein, l'égalité des hommes et des femmes, et donc on y a chacun notre place. Ceci étant dit, je vous propose de passer à... Pourrais-je prendre la parole, Monsieur le Président? Monsieur le maire? On va dire Monsieur le maire. Vous êtes aussi le Président de l'Assemblée, je suis désolé. Je suis les deux, Monsieur le Et de Président. Monsieur le Président. Allez, allez-y. Comme vous préférez. Monsieur le maire, je préfère. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Ségard. Alors, bon, moi je vais être beaucoup plus sur les textes de loi. En l'article 15, la clause limitant le nombre de prises de parole accordées aux mêmes élus sur une même délibération est illicite. Alors, vous verrez le jugement de la Cour d'appel de Versailles du 30 décembre 2004, numéro 02 V02 420. Pour la formation des élus, rubrique 9, article 32, le crédit de formation des élus est de 5%. Alors, la loi permet de porter ce crédit à 20%. Ce qui est déjà très limite quand on connaît le prix pratiqué dans ce domaine. Vous conviendrez quand même que vous êtes tous des nouveaux élus. Hein, j'ai le droit de parler à l'Assemblée, hein, si j'ai bien vu dans votre règlement. Donc, je pense quand même que toutes ces personnes sont des nouveaux élus. C'est un effort important à faire au niveau de la formation. Moi-même, je vous dirais franchement, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la vie municipale, mais je pense qu'on a tous besoin de formation. Et je pense que l'effort n'est pas assez important parce que tout le monde a besoin de savoir comment une municipalité tourne et c'est une garantie de la démocratie. Donc 5%, ça me paraît pas très en rapport avec ce que nous avons besoin. Pour l'expression des élus, l'article 33, site internet de la ville. Alors, vous avez insisté très récemment sur le fait que les élus de l'opposition avaient droit à un espace. Bon, de toute façon, c'est pas une de vos volontés, c'est la loi qui le permet. Les caractéristiques, par contre, de ce droit d'expression seront définies par la commission de communication vous indiquée dans le règlement intérieur. C'est tout à fait illicite parce que le règlement intérieur doit préciser les modalités. À défaut, cet acte serait irrégulier. Hein, c'est un jugement de la Cour du Conseil d'État.
Voilà, c'est les 3 petites remarques que j'avais à faire. Pour revenir sur le dernier point, quand on explique que les caractéristiques de ce droit d'expression, c'est surtout la mise en page. Oui, non, mais tout à fait. Donc voilà, on dit que ce sera une fois par mois sur le site internet. La question de savoir si c'est derrière un onglet, disons sur la front page, pendant combien de temps, etc. C'est ça qui sera défini en commission. Mais le droit en lui-même n'est pas du tout abrogé et respecte parfaitement la loi. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer au vote de ce règlement intérieur. Mais encore une question. Monsieur Perron. Je vais oublier concernant la Gazette. Vous dites que l'élu demandeur devra remettre contre récépissé le texte qui est en train de publier, ainsi que le cas échéant, les illustrations, bien sûr, etc. Les textes seront publiés dans l'ordre chronologique de leur dépôt, d'accord. Les élus concernés s'engagent à respecter les principes de subsidiarité et ne s'exprimer que sur les domaines de compétences et d'intervention de la ville de Naples. Je regrette, d'après les textes, on peut intervenir dans la Gazette sur le plan national. Il n'y a pas que sur le plan local. Nous avons repris le règlement intérieur de la précédente. Oui, mais on avait tort. Faut avouer à demi pardonner. Non, mais on pensait que c'était comme ça, mais on a payé depuis. D'accord. Bon. Donc on regardera, on vérifiera la légalité de cela et on fera une modification lors du prochain conseil municipal, si nécessaire. Je vous propose donc de passer au vote de ce règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Le règlement intérieur du conseil municipal est adopté. Conformément à l'article 36 de ce règlement, permettez-moi de vous lire la charte de déontologie des élus du conseil municipal que je vous proposerai ensuite de signer. Celle-ci restera affichée dans cette salle. La charte de déontologie des élus du conseil municipal de Marcq. Les élus du conseil municipal de Marcq exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. La présente charte est destinée à être signée par tous les élus municipaux qui le désirent. Impartialité. L'élu privilégie l'intérêt général dans l'ensemble de ses actes, décisions, actions, interventions, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou tout autre intérêt particulier. Tout élu du conseil municipal de Marcq s'interdit de siéger au conseil et renonce à participer au débat et au vote sur toutes les questions, sujets ou dossiers, pour lesquels peut être mis en jeu un intérêt personnel, familial ou professionnel à l'affaire. Il s'abstient d'exercer ses fonctions ou d'utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un intérêt particulier. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Il refuse toute rétribution ou avantage émanant d'une personne physique ou morale en relation financière avec la ville. Les élus s'engagent à ne pas embaucher ou faire embaucher des membres de leur famille ou de leur entourage par la municipalité ou dans les sociétés et associations paramunicipales. Point probité et intégrité. L'élu exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité. L'élu local s'engage à respecter la réglementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics. L'élu ne peut avoir de relations privées propres à nuire à l'indépendance et à l'objectivité de ses fonctions et de ses décisions avec les entreprises qui entretiennent des relations d'affaires avec la commune. Les fournisseurs de la commune doivent être traités avec une parfaite équité en toute transparence. Toute prestation d'une certaine valeur doit faire l'objet d'une mise en concurrence, d'un contrôle régulier de son opportunité et de sa conformité dans le respect des règles et de l'esprit du Code des marchés publics. Point assiduité et confidentialité. Les élus s'engagent à participer pleinement et régulièrement aux séances du conseil municipal et des commissions auxquelles ils appartiennent, ainsi que des instances au sein desquelles ils ont été désignés. L'élu veille à la confidentialité des informations privées qui pourraient être portées à sa connaissance dans le cadre de sa fonction et de ses responsabilités municipales. L'élu s'engage à préserver le caractère confidentiel des informations obtenues dans l'accomplissement de son mandat et relatives à la situation personnelle ou collective des personnes physiques ou morales en relation avec la ville. L'élu respecte la confidentialité des débats et instances auxquels il participe et pour lesquels la publicité n'est pas organisée. Et enfin, le dernier point, respect et écoute. Respect et écoute sont des valeurs incontournables pour les élus. Ils s'engagent à avoir une écoute attentive pour chaque habitant de la commune, favoriser la transparence des sujets à débattre pour une meilleure réflexion, accepter les différents points de vue et décisions, qu'ils émanent d'un élu de la majorité ou de l'opposition,
tenir compte de tout avis exprimé répondant à l'intérêt général, quel que soit l'auteur. Bon, comme vous pouvez le voir, cette charte reprend les grands principes, et je pense que ça va mieux de les écrire plutôt que de les dire. Donc ceux qui désirent signer cette charte, la charte va circuler grâce aux agents municipaux auprès de vous, et je vous invite à la signer pour ceux qui le désirent. Je vous remercie. Je remercie les élus signataires et les autres. Passons au prochain point, le 4e point, la délégation de pouvoir au maire. Selon l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'une partie des attributions de ce dernier pour la durée de son mandat. Le Code général des collectivités territoriales précise que l'Assemblée peut à tout moment mettre fin à cette délégation et que le maire doit rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises par délégation. Le projet de délibération transmis énumère les matières et domaines d'intervention par délégation. Est-ce que je dois vous les lire ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde. Je vous propose donc de passer au vote à main levée. Qui est contre? Monsieur Perron. Question, monsieur le maire. Point 13. On donne l'autorisation de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Qu'est-ce que vous entendez par là?
c'est le 13e point. C'est-à-dire que quand l'académie nous autorise à ouvrir une classe, de trouver le lieu, l'emplacement, etc., etc. Voilà. Comme ça se fait habituellement dans toutes les communes. Voilà. Alors, donc, en reprenant, qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de délibération est adopté. Nous passons à la constitution de la commission municipale finances, le 5e point, 5.1. Alors, je vous propose d'associer aux travaux de la commission des finances l'ensemble du conseil municipal comme cela se faisait précédemment. Je propose d'en confier la présidence à M. Raymond Lefebvre, premier adjoint en charge des finances, du Fort-Vert et des M de Marque, et, en ce qui concerne la vice-présidence et selon la coutume instaurée par Nicolas Sarkozy dans l'Assemblée parlementaire, je vous propose de confier cette vice-présidence à un membre de l'opposition municipale. Y a-t-il des candidats de l'opposition au poste de vice-président de cette commission? Je vous propose donc de désigner comme président M. Lefebvre, comme vice-président M. Deldrève et comme membre l'ensemble des autres membres de ce conseil municipal. Qui est qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons au 6e point. La constitution des commissions spéciales. Commission d'appel d'offres. L'article 22 du Code des marchés publics précise que pour les communes de plus de 3500 habitants, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou son représentant, qui en est le président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et suppléants ayant lieu sur la même liste, il est pourvu au remplacement d'un titulaire absent ou empêché par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la dite liste. Je vous propose donc de constituer les listes, sachant que celles-ci doivent comporter au maximum 10 noms, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Afin de gagner du temps, je propose de faire circuler une urne. Y a-t-il une personne qui désire utiliser un isoloir? On va donc faire un vote à la place. Est-ce qu'on peut avoir des bulletins, s'il vous plaît? Donc pour les noms des titulaires, nous proposons je propose de faire une liste unique pour ceux qui le désirent, pour ceux qui ont le temps, composée de M. Raymond Lefebvre, de M. Robert Pile, de M. Fabrice Martin, de M. Olivier Coupé et d'une personne de l'opposition. Y a-t-il une personne de l'opposition qui désire être titulaire? Donc je vous propose de faire un vote entre les groupes minoritaires, sachant que le groupe majoritaire ne prendra pas part au vote. Oui, vous pouvez voter à main levée. Donc, qui était candidat pour le groupe de M. Perron? M. Deldrève. Ce qui fait qu'en titulaire, nous avons une liste composée de M. Raymond Lefebvre, M. Robert Pile, M. Fabrice Martin, M. Olivier Coupé, M. Deldrève. Pour les suppléants, je vous propose de faire appel à un membre de l'opposition comme premier suppléant. Y a-t-il des candidats? Vous êtes sûr? C'est pas d'accord. M. Dune est candidat pour l'opposition. Pour la liste majoritaire, je propose les noms de M. Régis Bius, de M. Richard Lamblin, de M. Daniel Langlin et de Mme Sabrina Mercier.
vous donnerai la parole une fois les opérations de vote effectuées. Non, non, mais d'accord. Certainement, une information, vous voudrez connaître les adjoints, leurs compétences. C'est possible aujourd'hui, non? J'ai signé de tête comme ça, je vais le faire. Non, non, mais... Donc, nous avons monsieur, premier adjoint, monsieur Raymond Lefebvre, qui sera en charge des finances, du port vert et des M de marque. Nous avons le deuxième adjoint, madame de Seigne, en charge de la politique de la ville dans sa globalité. Troisième adjoint, et des dossiers communautaires également. Troisième adjoint, monsieur Bius, en charge des travaux, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'environnement et du tourisme. Et des commerces en plus. On lui a montré qu'il n'y avait pas grand chose à faire, donc on lui a mis pas mal de choses. Quatrième adjointe, madame Annette Wacheux, en charge de l'emploi, de l'éducation et de la formation, en plus de ça. Et de la jeunesse et de la culture, en plus, décidément. Et cinquième adjointe, madame Isabelle Jeanpi, en charge du lien intergénérationnel, des solidarités, en règle générale. Et monsieur Olivier Coupé, sixième adjoint, en charge des associations et du sport, des cérémonies et des fêtes. S'ajoute à cela 6 conseillers municipaux délégués. Donc nous avons monsieur Pile, sans ordre de préséance, je précise, monsieur Pile en charge des fêtes et cérémonies, donc avec monsieur Coupé, la mise en place de ces fêtes et cérémonies, monsieur Legros en charge de l'environnement, si je ne dis pas de bêtises. Sécurité, tourisme, voilà, c'est ça. Monsieur Martin en charge, lui, de l'environnement et des cultures et jumelage. Madame Mercier en charge de la politique de la ville. Et j'ai oublié Madame Noël en charge de la jeunesse et de l'éducation. Et Monsieur Lamblin, Richard, en charge de la communication. Voilà, on a fait le tour. C'est de tête, les attributions précises, je les communiquerai, je les mettrai d'ailleurs affichées à l'entrée de la mairie suite à l'arrêté municipal signé aujourd'hui. Voilà. Les opérations de vote sont-elles terminées? Oui. J'appelle monsieur Quentin William, secrétaire de séance, à procéder au dépouillement. Liste complète. Et vote blanc. Le résultat de cette élection est donc 29 votants, 3 blancs nuls, 26 exprimés, 26 bulletins pour la liste complète. Donc la liste pour laquelle la majorité a voté est donc élue pour cette commission d'appel d'offres. Merci à tous les votants. Nous allons passer au point 7 de ce conseil municipal, la constitution des commissions. Je vous rappelle que les commissions municipales seront largement ouvertes aux citoyens marquois. Afin de rassembler l'ensemble des candidatures, leurs compositions seront fixées lors de la prochaine réunion. Je vous propose néanmoins dès aujourd'hui de désigner les membres d'un certain nombre de commissions, ainsi que les représentants à des organismes internes et externes. Je vous rappelle que pour les commissions, l'article L 2121.22 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. Passons au point 7.1, le CLEP, ce qui remplace donc la caisse des écoles, je le rappelle. Par délibération numéro 2005-05-07 en date du 3 mai 2005, il avait été créé un comité local d'enseignement public chargé de débattre des affaires concernant la vie et le fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de la commune. En son sein siégeaient notamment le maire, l'adjoint à l'éducation jeunesse, ainsi que 5 délégués du conseil municipal. Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de procéder à la désignation de nouveaux membres. J'ai reçu plusieurs candidatures.
La première est la candidature de Madame Corinne Noël, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et l'éducation, celle de Madame Maryse Gessler, celle de Madame Laurence Louchet, celle de Monsieur William Bouchel. Est-ce qu'une personne dans la liste de Monsieur Perron désire faire partie du CLEP? Je reçois la candidature de Madame Fournier. Y a-t-il d'autres candidatures? Il nous faut 5 personnes, nous avons 5 candidats. Je vous propose donc un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons au point 7.2. Le conseil de structure de la maison de la petite enfance. Par délibération 2005-11-03, il avait été créé un conseil de structure au sein de la maison de petite enfance chargé de débattre des affaires concernant cette structure. Celle-ci était alors composée entre autres du maire et de 4 élus, 2 titulaires et 2 suppléants, ou de son représentant. Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de procéder à la désignation de nouveaux membres. J'ai reçu les candidatures de Madame Véronique Desaigne, de Monsieur Olivier Coupé en tant que membre titulaire, et de Mesdames Annette Wacheux et Sabrina Mercier en tant que membres suppléants. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons au point 8. Désignation des délégués. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs et internes. 8.1.1. Le SYMPAC, syndicat mixte pour l'agglomération du Calaisis. Je vous rappelle que la commune de Marcq est membre du syndicat mixte du pays du Calaisis, qu'on appelle le SYMPAC, qui regroupe au total 52 communes. Ses principales missions concernent l'urbanisme et l'aménagement du territoire, à travers notamment l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT, qui a été approuvé le 6 janvier dernier, la politique de l'habitat à travers l'observation de son évolution et la définition de grandes orientations ainsi que la démarche pays en ce qui concerne la coordination et la validation des programmes d'action définis en cohérence avec la charte de pays. Dans le cadre du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation de 4 nouveaux membres, 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants. Je vous propose de désigner messieurs Fabrice Martin et Daniel Langlin, délégués titulaires, et monsieur Raymond Lefebvre et madame Louchet-Laurence, délégués suppléants. Je propose un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons au point 8.1.2. Le CIRA, le syndicat intercommunal de la région d'Andre. Conformément au statut, il convient de désigner 2 délégués titulaires ainsi que 2 délégués suppléants qui siégeront au comité syndical. Je vous propose Madame Véronique Desaigne et Monsieur Régis Bius, délégués titulaires, et Messieurs Robert Pile et Richard Lamblin en tant que délégués suppléants. Une fois encore, je propose un vote à main levée. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour cette procédure? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons au point 8.1.3, le CLET, la commission locale d'évaluation des transferts. Il convient de désigner les représentants de la commune, un titulaire et un suppléant, qui siégeront à la commission locale d'évaluation des transferts de charges instituée auprès de la communauté d'agglomération. Je vous rappelle que cette commission est amenée à siéger pour évaluer, lorsqu'une compétence communale doit être transférée à la communauté d'agglomération, le montant des charges ainsi transférées. Je vous propose de désigner M. Marc Legros en tant que titulaire et un membre de l'opposition en tant que suppléant. Quelqu'un souhaite-t-il se porter candidat dans les rangs de l'opposition? Monsieur Perron désire se porter candidat. Je vous propose, pour gagner du temps de la même façon, de voter à main levée. Y a-t-il des observations? Est-ce que quelqu'un peut voter autrement? Passons au scrutin. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. La délibération est adoptée. Passons au point 8.2, les organismes internes, à commencer par le 8.2.1, le Centre communal d'action sociale. Je vous rappelle que par délibération du 4 avril, nous avions décidé de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, soit 8 membres du conseil municipal et 8 membres d'associations ou 8 personnalités œuvrant dans les domaines de l'insertion, de l'exclusion, de la famille,
des personnes âgées et des personnes handicapées. En application du Code de l'action sociale et des familles, les 8 conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent être incomplètes. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Je vous propose de constituer une liste unique, constituée de 6 sièges pour la liste de M. Dumont, 1 siège pour la liste de M. Perron et 1 siège pour la liste de M. Bouchel, pour gagner du temps, ce qui ferait le même résultat en termes de vote en tant que liste. Qui est candidat pour la liste de M. Perron? Madame Delcroix. Qui est candidat pour la liste de M. Bouchel? Madame Branly. Pour la liste de M. Dumont, nous allons présenter les candidats suivants. Madame Isabelle Jeanpi, Madame Annette Ouacheux, Madame Caroline Flure, Madame Renée Magnier, pardon, Madame Laurence Louchet et Madame Véronique Dumont. Ce qui fait donc 6, 1 et 1. Procédons au vote. Je propose de faire un vote à main levée. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette procédure de vote? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Passons au 8.2.2. Le Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Conformément au statut du Centre social et culturel, il convient de désigner 7 membres du conseil municipal qui siégeront au conseil d'administration. Je vous propose de désigner Madame Annette Ouacheux, Madame Véronique de Seigne, Monsieur Fabrice Martin, Madame Isabelle Jeanpi, Monsieur Quentin Guillaume, Madame Caroline Flure et Madame Caroline Noël. Corinne Noël. Pardon. Je vous propose, une fois encore, de procéder à un vote à main levée. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette procédure? Oui, Madame Fournier. Vous vous opposez à la procédure? Vous souhaiteriez être candidate. Nous allons donc procéder à un vote. Non? Vote à main levée? Allez, votons à main levée. Qui désire... C'est une liste incomplète que vous présentez, on est d'accord? Oui. Qui désire voter pour la liste proposée par moi-même. Donc composée de Madame Annette Ouacheux, Madame Véronique de Seigne, Monsieur Fabrice Martin, Madame Isabelle Jeanpi, Monsieur Quentin Guillaume, Madame Caroline Flure et Madame Corinne Noël. Qui vote pour cette liste? Et moi-même, donc 21 voix. Qui désire voter pour la liste de Madame présentée par Madame Fournier? Je vous remercie. Les listes présentées par la liste ensemble Change-en-Marque, composée de Madame Annette Ouacheux, Véronique de Seigne, Fabrice Martin, Isabelle Jeanpi, Quentin Guillaume, Caroline Fleur, Corinne Noël, est donc élue. Passons au 8.2.3, le comité des fêtes. Il convient de désigner 7 membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du comité des fêtes, le maire ou l'adjoint délégué étant membre de droit. Je vous propose de désigner la liste qui m'a été communiquée par la liste ensemble de Change-en-Marque, Madame Caroline Flure, Monsieur Olivier Coupé, Madame Laurence Louchet, Monsieur Daniel Langlin, Monsieur Richard Lamblin, Monsieur Robert Pile et Monsieur Quentin Guillaume. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? La motion est donc adoptée. Le comité des fêtes est donc constitué pour les 7 membres du conseil municipal de Madame Caroline Flure, Monsieur Olivier Coupé, Madame Laurence Louchet, Monsieur Daniel Langlin, Monsieur Richard Lamblin, Monsieur Robert Pile et Monsieur Quentin Guillaume. Passons au point 8.2.4, comité de la culture.
Il convient de désigner 7 membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du comité de la culture. Le maire ou l'adjoint délégué étant membre de droit. Je vous propose de désigner Madame Annette Wacheux pour la liste Ensemble Changeons Martin. Madame Annette Wacheux, Monsieur Fabrice Martin, Monsieur Marc Legros, Monsieur Raymond Lefebvre, Madame Sabrina Mercier, Madame Maryse Gessler et Madame Corinne Noël. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le comité de la culture est composé pour les 7 membres du conseil municipal de Madame Annette Wacheux, Monsieur Fabrice Martin, Monsieur Marc Legros, Monsieur Raymond Lefebvre, Madame Sabrina Mercier, Madame Maryse Gessler et Madame Corinne Noël. Passons au point 8.2.4, le comité de jumelage. 8.2.5, pardon. Il convient de désigner 8 membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du comité du jumelage. Le maire ou l'adjoint délégué étant membre de droit. Je vous propose de désigner M. Fabrice Martin pour la liste Ensemble Changeons Marque, Mme Annette Wacheux, M. Richard Lamblin, M. Quentin William, M. Daniel Langlin, M. Régis Bius, Mme Maryse Gessler, ainsi que M. William Bouchel. Qui... Ça fait 8 et c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit 8. Sur mon papier, c'est marqué 8. C'est 8, on a le droit de faire avec. Donc ce sera 8. Voilà. Ça a été rectifié. C'était rectifié, hein, d'accord, hein. Oui, c'était rectifié. Et vous ne pouvez pas rectifier à 9 pour qu'on puisse pas l'obtenir en mineur. Malheureusement, ça risque d'être un peu compliqué. Qui désirez-vous présenter? Allez, faisons preuve d'ouverture et de... Mais c'est avec grand plaisir, Madame Fournier. Donc, nous désignons donc 9 membres du conseil municipal. Oui, tout est possible. Pour siéger au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. Le maire ou l'adjoint délégué étant membre de droit, je vous propose de désigner pour l'ensemble du conseil municipal, donc, M. Fabrice Martin, Mme Annette Wacheux, M. Richard Lamblin, M. Quentin Guillaume, M. Daniel Langlin, M. Régis Bius, Mme Maryse Gessler, M. William Bouchel et donc Mme Annick Fournier. Je vous propose une fois encore un vote à main levée. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce type de vote? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une décision à l'unanimité. Nous pouvons en être fiers. Point 8.2.6 qui est reporté au prochain conseil municipal, comme je vous l'avais signalé en tout début d'ordre du jour. Le 8.2.7, le comité technique paritaire, qui est également reporté au prochain conseil municipal dans l'attente d'un complément d'information que nous n'avons pas encore et que nous avons demandé au service et qui va arriver prochainement. Nous passons donc au 8.2.8, la révision des listes électorales. Pour faire un petit topo sur ce point, nous sommes aperçus, je pense que l'ensemble des personnes présentes autour de cette table et présentes dans cette assemblée sont aperçues qu'il y avait de nombreuses personnes mal inscrites lors du dernier scrutin municipal, personnes décédées parfois, ce qui en plus de la peine de la famille n'est pas forcément très bon pour la commune vu que ça fait baisser le taux de participation de ces élections. Je propose donc de réviser les listes électorales comme c'est prévu. Chaque année, une commission administrative présidée par le maire ou son représentant et assistée par un représentant de l'État, désigné par le préfet, et un représentant de la justice désigné par le président du tribunal de grande instance, statue sur les inscriptions et radiations des électeurs des listes électorales. Je vous propose de désigner un titulaire et un suppléant par bureau de vote. Pour le bureau numéro 1, bureau mairie, je vous propose de désigner M. Robert Pile et Mme Maryse Gessler, M. Robert Pile en tant que titulaire, pardon, et Mme Maryse Gessler en tant que suppléante. On va faire un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions à ce vote à main levée? Qui est contre? Qui s'abstient? Passons au bureau numéro 2. Je propose au bureau numéro 2 le bureau de Marc Centre, en tant que titulaire, M. Richard Lamblin, et en tant que suppléant, une personne de l'opposition. Y a-t-il une personne de l'opposition qui désire être suppléant sur ce bureau numéro 2?
Personne. C'est l'enthousiasme qui déborde. Donc, nous ne sommes pas dans l'obligation de nommer un suppléant, donc nous pouvons passer au vote. Monsieur Richard Lamblin, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce que Monsieur Richard Lamblin soit le titulaire pour le bureau numéro 2? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Passons au bureau numéro 3. J'ai reçu pour le bureau numéro 3 la candidature en tant que membre titulaire de M. Olivier Coupé. Je propose une fois encore de donner le poste de suppléant à une personne de l'opposition, le bureau numéro 3, qui est le bureau dit du Moulin. Y a-t-il un candidat? Non, nous avons donc un poste non pourvu en tant que suppléant. Y a-t-il des personnes qui sont contre la nomination de M. Olivier Coupé en tant que titulaire? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Bureau numéro 4, bureau des hautes communes. J'ai reçu la candidature en tant que membre titulaire de Mme Caroline Flur et en tant que membre suppléant de Mme Laurence Louchet. Y a-t-il des personnes qui désirent voter contre ces deux noms proposés? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Passons au bureau numéro 5, le bureau dit CMSL. J'ai reçu la candidature de M. Fabrice Martin en tant que membre titulaire. Je propose une fois encore de permettre à un membre de l'opposition d'être le membre suppléant sur le bureau numéro 5 CMSL. Y a-t-il une candidature? Il n'y en a pas, le poste est donc non pourvu. Y a-t-il une personne qui désire voter contre cette nomination de M. Fabrice Martin au bureau numéro 5? Une personne qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au bureau numéro 6, le bureau du Fort Vert. J'ai reçu la candidature de Mme Annette Rocheux en tant que membre titulaire et de M. Raymond Lefebvre en tant que membre suppléant. Y a-t-il une personne qui désire voter contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bureau numéro 7, bureau des M de Marc. J'ai reçu la candidature en tant que membre titulaire de M. Daniel Langlin en tant que membre titulaire, une fois encore, et de M. Thierry Courtois en tant que membre suppléant. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cela et qui votent contre de ce fait? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et le bureau numéro 8, j'ai reçu la candidature pour le bureau numéro 8, école de musique. La candidature de Mme Sabrina Mercier en tant que membre titulaire, et je propose une personne de l'opposition en tant que membre suppléant. Y a-t-il un candidat? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons faire un vote global sur cette délibération 8.2.8. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point 8.2.9. La commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées, dit CCAPH. La commission communale d'accessibilité des personnes handicapées était fixée conformément à la loi du 11 février 2005 par délibération du conseil municipal du 30 septembre 2008. Outre le maire président de cette commission, siègent 4 représentants du conseil municipal, ainsi que 4 représentants des associations. Je vous invite donc tous à faire parvenir, si vous avez des personnes de votre entourage qui font partie des associations, les lettres de candidature. J'en ai déjà reçu plusieurs et je vous en remercie. En ce qui concerne les élus municipaux, je vous propose de désigner M. Régis Bius, M. Marc Legros, Mme Renée Magnier, M. Daniel Langlin. Monsieur le maire, s'il vous plaît, oui. je vais proposer la candidature. Moi aussi. Eh bien, nous allons faire un vote. On peut passer par l'urne, hein, si vous voulez. Quelqu'un désire-t-il passer par l'urne ou par l'isoloir? Monsieur Perron, vous voulez passer par l'isoloir? Vous êtes sûr, hein? Donc, ni urne ni isoloir. Donc, il y a une liste complète présentée par la liste Ensemble Change en Marque qui, je vous le rappelle, est composée de M. Régis Bius, de M. Marc Legros, Mme Renée Magnier, M. Daniel Langlin. Qui désire voter pour cette liste? Il n'y a pas moyen de faire 2 sièges pour tous, un siège pour chaque membre de l'opposition. Comme je l'ai dit auparavant, il y a également dans cette commission... Le monde de handicap, tout est concerné. Oui, mais c'est bien, je finis ma phrase. 4 représentants du conseil municipal ainsi que 4 représentants des associations. J'ai d'ailleurs à ce titre bien reçu la candidature de votre fille à cette commission. Oui.
Si on fait la proportionnelle, sur les 8, nous aurons 4 représentants, vous une, et je propose également à la liste de M. Perron de présenter une personne en tant que membre associé, pour respecter la proportionnelle de ce conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Est-ce qu'on maintient les candidatures? Oui. Alors, je rappelle donc pour les élus représentant le conseil municipal au sein de cette commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées, la candidature de M. Régis Bius, M. Marc Legros, Mme Renée Manier et M. Daniel Langlin pour la liste Ensemble Change en Marque. Qui désire voter pour cette liste? Personne désire voter pour cette liste? Je vous rappelle que c'était moi qui étais malade hier. J'ai reçu également la candidature de Madame Delcroix. Qui désire voter pour la candidature de Madame Delcroix? J'ai également reçu la candidature de Madame Branly. Qui désire voter pour Madame Branly? La liste présentée par la liste Ensemble Change en Marque, composée de M. Régis Bius, M. Marc Legros, Mme Renée Manier et M. Daniel Langlin, est donc désignée par le conseil municipal. Passons au point 8.3.1. Le 8.3 dans la présence des élus du conseil municipal dans les organismes extérieurs. Le 8.3.1 nous propose que 2 membres du conseil municipal siègent au conseil d'administration du collège Boris Vian. Je vous propose donc de désigner Madame Corinne Noël et Madame Maryse Gessler, qui représenteront donc le conseil municipal. Une fois encore, je vous propose un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions à ce type de vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Passons au 8.3.2. Pour le centre hospitalier de Calais, en application des dispositions du Code de la santé, notamment de l'article R6143-1, le maire de la commune de Marcq ou son représentant est membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Calais. Je vous propose de désigner Madame Sabrina Mercier. Et une fois encore, je vous propose un vote à main levée. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce type de vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Passons au point 8.3.3, Eden 62. Je vous rappelle que suite au renouvellement du conseil municipal, il doit être procédé à la désignation d'un délégué titulaire et de 2 délégués suppléants pour représenter la commune au comité syndical d'Eden 62. Ce syndicat mixte, créé par le département, assure la mise en œuvre d'actions de gestion, d'aménagement, d'animation et de valorisation des espaces naturels sensibles. Il intervient sur près de 5000 hectares, notamment sur les dunes du Fort-Vert à Marcq. Je vous propose de désigner M. Régis Bius, délégué titulaire, et M. Marc Legros ainsi que M. Fabrice Martin en tant que délégué suppléant. Une fois encore, vote à main levée, quelqu'un s'oppose-t-il à ce type de vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons à la délibération 8.3.4. Il s'agit du référent sécurité routière. Par circulaire du 30 janvier 2004, le délégué interministériel à la sécurité routière préconise la désignation dans chaque commune d'un conseiller municipal référent en sécurité routière qui sera le correspondant privilégié des services de l'État dans ce domaine et coordonnera au niveau local les actions mises en œuvre par les différents services de l'État. Je vous propose de désigner M. Fabrice Martin. Une fois encore, je vous propose un vote à main levée. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce type de procédure? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Passons au point 8.3.5, le correspondant défense. Par circulaire du 26 octobre 2001, du 18 février 2002 et du 27 janvier 2004, le ministre de la Défense a rappelé la nécessité de désigner au sein du conseil municipal un correspondant défense, chargé notamment avec le concours du délégué militaire départemental, de conduire des actions d'information sur la politique de défense nationale au profit des administrés. Je vous propose à ce titre de désigner M. Robert Pille. Une fois encore, je vous propose un vote à main levée. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre cette désignation? Qui s'abstient? Je vous remercie, la délibération est adoptée.
Je passe au point 8.3.6, le FDE 62, qui était un point omis dans l'ordre du jour, mais qui a été rajouté à l'addendum que vous avez reçu en début de conseil municipal. Je vous laisse le temps de retrouver la délibération. C'est bon, on a trouvé les enfants, tout va bien. Bon. Les statuts de la Fédération départementale de l'énergie précisent que chaque commune membre de la FDE procède à la désignation d'un représentant au sein du collège électoral de la Fédération. Le collège électoral ainsi désigné procédera ensuite à l'élection de 35 membres titulaires et 35 suppléants du comité syndical. Je vous propose donc de désigner M. Raymond Lefebvre, premier adjoint. Une fois encore, je vous propose un vote à main levée. Quelqu'un est-il contre cette procédure de vote? Non. Qui est contre la délibération et la désignation? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Passons au point 9. Administration générale. 9.1. Le contrat urbain de cohésion sociale 2014. Le quartier de résidence Schweitzer étant inscrit à la politique de la ville, il est proposé le financement des actions inscrites dans le contrat urbain de cohésion sociale 2014 mené par les services municipaux et le centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau pour un montant total de 9 340 €. L'État et les autres partenaires intervenant à parts égales avec la ville. Je vous propose donc de mettre cette délibération au vote. Une fois encore à main levée, quelqu'un s'oppose-t-il à ce type de vote? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne, je vous remercie. Passons au point 10, que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûr. Les finances. Délibération 10.1, débat d'orientation budgétaire. Petit mot d'introduction, avec le débat d'orientation budgétaire s'ouvre la phase de préparation du budget 2014. Cette année est particulière et les élections municipales ont perturbé le calendrier d'élaboration de ces documents financiers et donc le temps de réflexion s'en trouve réduit. Selon nos premières constatations, dans un contexte économique défavorable, le résultat de l'année 2013 reste globalement positif, avec un résultat global de 742 000 €. Un hiver rigoureux et long et une montée en puissance du fonctionnement de la ferme des Aigrettes ont entraîné une hausse des dépenses de fonctionnement de plus de 6%. Les investissements réalisés ont nécessité la réalisation de 700 000 € d'emprunts nouveaux. L'endettement de la commune en fin d'année 2013 est donc d'un peu plus de 8 millions. En ce qui concerne 2014, je laisse la parole à M. Raymond Lefebvre, premier adjoint en charge des finances du Fort Vert et des de Marque, qui va vous faire une présentation des principaux éléments financiers qui vous ont été transmis, confère le document en annexe. Sachez néanmoins que nous nous orientons vers une plus grande maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Je passe la parole à M. Lefebvre et je vais lui reposer ma voix. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Bod et Mme Failly pour leur disponibilité et l'aide qu'ils m'ont apportée. Pour mémoire, je vous rappelle que le débat d'orientation budgétaire a été rendu obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants par la loi du 6 février 1992. Même s'il n'a pas de caractère décisionnel, le débat permet de présenter des orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget, d'informer sur la situation financière de la commune et de fournir des éléments d'analyse rétrospective et si prospective. Sur le plan formel, les informations présentées dans le document qui vous a été remis, débat d'orientation, vise à satisfaire les exigences de la réglementation. La présentation par rapport aux années précédentes reste sensiblement la même pour une meilleure compréhension et comparaison. L'analyse qui suit a été préparée par M. Bod et moi-même. Je vous invite, pour la parcourir, à vous rendre à la page numéro 3 pour la première partie. Alors, la page numéro 3 présente une rétrospective des comptes administratifs de 2008 à 2013. L'ensemble des chiffres a fait déjà l'objet d'une étude lors de l'examen des différents comptes administratifs des années précédentes, à l'exception donc de l'année 2013. Les chiffres de 2013 seront examinés dans le détail lors du vote du compte administratif qui précédera le vote du budget le 28 avril 2014. On constate
le résultat de fonctionnement est excédentaire de 1 203 520 euros. Le résultat d'investissement est quant à lui déficitaire de 460 812 euros. J'arrondis à l'euro. Le résultat global est donc de 742 708 euros. J'attire votre attention sur le fait que les dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2013 ont progressé de 21%, alors que les recettes de fonctionnement de 2008 à 2013 ont progressé de 12%. La deuxième partie, c'est-à-dire les pages de 7 à 12. Donc, dans les pages qui suivent, 4, 5, 6, vous avez tout le détail de chaque poste. Je vous invite donc à la page 7. Donc là, ici, vous avez l'analyse financière rétrospective de 2008 à 2013. On retrouve donc en page 7, sur ce premier tableau, les recettes courantes de fonctionnement pour 2013, 9 292 000, les dépenses de gestion, les recettes moins les dépenses, nous obtenons l'épargne de gestion. On déduit de l'épargne de gestion les intérêts de la dette, qui sont de 260 000 en 2013, et on obtient ce qu'on appelle l'épargne brute ou la CAF, capacité d'autofinancement. Afin que tout le monde comprenne bien, la CAF est un terme comptable qui désigne le bénéfice net plus les charges non décaissées, entre autres les amortissements. Donc la CAF est de 1236 KE ou 1 236 000 euros. Elle permet de couvrir la charge de remboursement en capital, puisque les intérêts, nous les avons déjà déduits précédemment, qui est de 555 000. L'épargne brute moins le remboursement en capital vous donne l'épargne disponible ou l'autofinancement net. L'autofinancement net permet pour l'année suivante les futurs investissements, permet également, donne une marge de sécurité et permet également, donne une capacité aussi à recourir à de nouveaux emprunts. Alors l'autofinancement net, on s'aperçoit que sur 2013, chute à 681 000 euros et réduit par conséquent notre autofinancement pour 2014. La page numéro 8 et la suivante présente l'évolution des principales recettes et dépenses de fonctionnement, ainsi que la part représentative de chacune d'entre elles par rapport au total. Dans les recettes, on constate que les dotations restent stables, dotations de fonctionnement. À l'inverse, les recettes fiscales directes et indirectes progressent assez fortement, grâce notamment à une bonne dynamique de nos bases. En fait, il s'agit de l'effet de Riad. Comme il y a eu beaucoup de construction, la fiscalité en a suivi. En dépenses, les charges de personnel représentent près de 54% des dépenses de fonctionnement. Elles ont progressé en moyenne de 4,98% par an, soit 24% sur 6 ans. En page 10, nous constatons la hausse d'effectifs qui passe de 120 agents EQTP en 2008 à 143 en 2013. Cela est le résultat de la pérennisation de certains emplois précaires, le recrutement de contrats à venir, le recrutement de contractuels pour le fonctionnement et la création de nouveaux services ou équipements comme pour la ferme des éclairs. Les intérêts de la dette restent stables, nous l'avons vu dans le tableau précédent, à 260 000 euros. En fait, là, on a de la chance parce qu'il y a plusieurs crédits à taux variable et comme les taux ont fortement baissé, donc on peut profiter aujourd'hui des taux bas. Malgré tout, on mènera une étude avec M. Bode pour également étudier la faisabilité et le coût et l'intérêt éventuel
de repasser en taux fixe. Parce qu'on ne va pas attendre que les taux remontent pour étudier la possibilité de repasser en taux fixe. Donc c'est une étude qu'on va mener. On mènera également l'étude, il reste un prêt en francs suisses. Donc là aussi, on regardera avec M. Ball s'il y a intérêt de le convertir en euros. Le premier paragraphe de la page 11 présente une évolution comparée des dépenses d'équipement et des emprunts contractés. Sur la période, on constate que les investissements ont été importants, plus de 20 millions d'euros, et que nous avons recouru à l'emprunt à l'ordre de 25%, c'est-à-dire 5 millions d'euros. En page 12, sont présentées l'évolution du stock de la dette et un comparatif entre dette remboursée et dette nouvelle contractée. Les investissements importants réalisés ont forcément nécessité recours à l'emprunt. Entre 2008 et 2013, la dette est passée de 5,6 millions d'euros à 8,1 millions d'euros, soit une progression de 2,5 millions d'euros. La troisième partie, c'est-à-dire les pages de 13 à 15, présente une rétrospective de l'évolution de la fiscalité directe, notamment des bases, des taux et des produits des trois taxes qu'on appelle les taxes ménages. Le tableau page 13 positionne les taux communaux de marque par rapport aux moyennes départementales, régionales des villes de 5 à 10 000 habitants. Pour 2012, la comparaison est présentée par rapport aux taux des villes de 10 à 20 000 habitants. Depuis 2002, le taux de la taxe d'habitation n'a pas évolué, mais celui-ci reste supérieur au taux départemental et national. Celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué de 0,5 points. Celui de la taxe, le taux de foncier bâti est maintenant en dessous des moyennes, que ce soit par rapport aux villes de 5 à 10 000 habitants ou des villes de 10 à 20 000 habitants. Bien que les faits, donc je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, bien que les taux restent stables, les produits de fiscalité évoluent grâce au dynamisme des bases, c'est-à-dire l'effet de Riemann. Comme le corrobore le tableau, page 14, vous voyez, en 2004, nous avions 5 404 000 bases, et en 2013, 9 115 178. Ce fort dynamisme devrait certainement s'atténuer dans les années à venir, compte tenu du contexte immobilier et économique. Les pages 16 à 18 présentent les comptes comptables de l'année 2013. Je les ai évoqués en introduction. Comme je l'ai dit, l'examen détaillé des comptes 2013 sera effectué lors de la présentation du compte administratif lors de la prochaine réunion. La cinquième partie, page 19 à 21, présente les orientations du budget 2014. Les estimations du budget 2014 sont établies avec prudence dans l'évaluation des recettes. La rigueur et les besoins des services ont été pris en compte pour les dépenses. Les investissements ont été fixés dans l'objectif de ne pas accroître l'endettement de la commune. Une étude approfondie avec les services sera faite dans les prochains jours afin de cibler les investissements réellement indispensables. En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses, globalement, l'évolution des prévisions de dépenses de fonctionnement par rapport au BP 2013 est de 3,6% et tient compte de plusieurs facteurs. Le premier, l'évolution générale des prix, principalement des fluides et des fournitures, le gaz, l'électricité, le carburant, l'alimentation, etc. Deuxième point, les matériaux, qui ne baissent pas, indispensables pour les travaux effectués en régie par les services techniques. Les nouvelles dépenses, liées au fonctionnement de la maison de la nature et de l'environnement, et de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Quatrième point, des dépenses d'entretien et de voirie. Cinquième, des frais de gestion, d'entretien et de gestion de nouveaux équipements. Et sixième point, de l'augmentation des frais de personnel.
compte tenu de ce qui précède, l'autofinancement prévisionnel a été fixé à ce jour à 591 000 euros. Ce montant pourra bien sûr évoluer d'ici l'examen du budget en fonction de certains choix. Concernant les recettes de fonctionnement, elles évoluent dans les mêmes proportions. L'excédent de 2013 qui devrait être reporté pour garantir l'autofinancement prévisionnel ci-dessus est fixé à 395 107 euros. Les produits de l'exploitation, les prévisions ont été ajustées pour tenir compte des réalisations 2013. Une légère baisse par rapport aux prévisions 2013 est enregistrée. Ceci concerne principalement la maison de la petite enfance en raison du changement réglementaire de la tarification imposée par la CAF. La fiscalité. Comme nous nous sommes engagés lors de la campagne, nous allons baisser le taux de la taxe d'habitation par communal. Même avec ces baisses, et compte tenu de l'augmentation des bases, nous pouvons prévoir une hausse du produit de la fiscalité directe de près de 2%. Les dotations d'intercommunalité ont été estimées à l'identique. Les dotations de l'État n'évolueront pas ou très peu. Nous avons tenu compte de la disparition quasi complète des fonds départementaux de la taxe professionnelle, application de la réforme. Les participations versées par d'autres organismes, par exemple la CAF, ont été ajustées en fonction des réalisations 2013. Globalement, le chapitre 74 enregistre une diminution de 2,4%. Les travaux en régie resteront globalement stables. En ce qui concerne la section d'investissement, au niveau de cette section ont donc été intégrés les restes à réaliser de 2013, tant en dépenses qu'en recettes, et reporter les opérations programmées en 2013, non réalisées ou en cours de réalisation, ainsi que des projets nouveaux. Les dépenses d'équipement programmées seront de l'ordre de 2,4 millions avec les travaux en régie, soit un montant légèrement inférieur à 2013. Ce montant pourra évoluer à la baisse après l'examen approfondi des diverses estimations et prévisions listées par les services. Parmi les principales dépenses sont reprises dans le document, mais qui, je le rappelle, pourront évoluer. Nous avons la fin des travaux d'aménagement de la maison de la nature et de l'environnement pour 337 000 euros. 127 000 euros sont déjà engagés et de reste à réaliser. Donc l'enveloppe disponible aujourd'hui est de 210 000 euros. Ce budget disponible sera analysé et nous regarderons précisément si nous pouvons faire des économies sur cette enveloppe. Deuxième point, les travaux de remise en état des voies communales et d'amélioration de l'éclairage public, rue du Stade, impasse DM, pour 265 000 euros. Les acquisitions de terrain pour la médiathèque, pour 200 000 euros, aujourd'hui sont mis en suspens, car nous devons mesurer précisément le retour de cet investissement, non seulement sur l'acquisition du terrain, mais sur la construction. Quatrième point, la première phase de la rénovation de l'église DM pour 259 000 euros. Des travaux de confortation des installations sportives et bâtiments réalisés en régie pour 349 000 euros. Un volume de 1 million d'euros inscrit en opération 9002, ce sont toutes les opérations diverses, permettra de faire face aux acquisitions, participations et travaux divers. Le déficit de la section d'investissement pour 2013, soit 460 000 euros, est bien entendu reporté sur 2014. Au niveau des recettes, l'équilibre est assuré par un autofinancement de 1,4 million d'euros, des subventions et dotations pour 845 000 euros, des recettes propres pour 770 000 euros et un programme d'emprunt nouveau de 580 000 euros qui seront réalisés au fur et à mesure des besoins. Et si on n'en a pas besoin, on ne fera pas d'emprunt.
Donc c'est vraiment, là nous disposons d'une enveloppe, mais si on peut se passer d'emprunt, nous le ferons. Ce montant soit bien évidemment revu à la baisse en fonction des choix qui seront faits. Voilà les orientations qui préfigurent ce que pourrait être le budget 2014. Je vous remercie de votre écoute et remercie de nouveau M. Bod pour son aide. Merci, monsieur le premier adjoint. Je vous rappelle que la présentation du DOB n'est pas ponctuée par un vote, c'est une présentation simple. Je vous demande donc simplement à vous, conseillers municipaux et conseil municipal, de prendre acte que la procédure de présentation des orientations budgétaires 2014 a été réalisée. Je peux faire deux remarques, s'il vous plaît, monsieur le maire. Deux remarques, c'est possible. Oui. Alors, donc, sur le projet de délibération 10.1, vous mettez donc dans la deuxième page les dépenses d'équipement estimées à 2,4 millions d'euros. Je suis d'accord. Par contre, si vous prenez le financement de ces dépenses d'équipement, vous faites l'addition des 4, vous trouvez 2,6 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans l'autofinancement. Ce n'est pas 1,4 million d'euros, mais 1,2 million d'euros, je pense. C'est bon ou pas bon? Nous allons vérifier les chiffres avec M. Je pense que c'est 1,2 million d'euros et pas 1,4 million d'euros. Et on corrigera si nécessaire. Et deuxième remarque, vous prévoyez 580 000 euros d'emprunt nouveau dans votre projet de délibération 10.1 et je m'aperçois que dans le budget primitif, sur la ligne 16 emprunt, vous mettez 631 000 euros. Comment se fait-il? Sur quelle... Alors, la ligne 16 emprunt dans la page 20. Page 20, emprunt, ligne 16. Vous mettez 631 000 euros et vous prévoyez 580 000 euros dans le budget de libération. donc je pense que 631 000 euros était le premier chiffre. On a descendu à la baisse à 580 000 euros. Je pense, M. Bod. Je pense que le premier chiffre de 631, c'est les remboursements du capital. c'est le En dépenses d'investissement. C'est le même article. Ah oui, en dépenses d'investissement tout à fait. en recettes d'investissement. Donc en page 20, vous avez bien les dépenses d'investissement par opération. Et donc là, on note pour 631 000 euros le remboursement des crédits. C'est bien ça? Alors que les emprunts nouveaux sont de 580 000 euros. Cela répond-il à vos questions, M. Bouchel? Nous avons une observation de M. Delray. Oui, merci, M. le maire, compte tenu que c'est un débat d'orientation, pour prendre la parole. Mais vous faites bien. Enfin, vous demandez pour prendre la parole. Tout d'abord, nous voulons adresser toutes nos félicitations à M. le directeur général des services ainsi qu'aux membres de son service financier pour cet excellent document. Document que nous connaissons d'ailleurs, puisque nous l'avons pratiqué pendant de nombreuses années. Concernant la rétrospective des comptes administratifs, nous connaissons également, parce que c'est le résultat de notre gestion. Donc, nous pourrions seulement contester ce document. L'investissement est important, l'épargne permet de couvrir largement le remboursement de la dette et la capacité de désendettement est aux environs de 6 années de vie. Cependant, j'ai un petit regret, c'est concernant la dette par habitant, parce qu'elle est calculée sur une population, et elle n'est pas calculée sur une population exacte. Elle est calculée sur une population inférieure à 10 000 habitants, alors que nos dépenses, elles, correspondent bien à une population réelle de plus de 10 500 habitants. Donc, d'un côté, on a des dotations inférieures à 10 000, et de l'autre côté, on a des dépenses supérieures à 10 000. Concernant l'orientation du budget politique, les dépenses et recettes de fonctionnement sont sensiblement identiques à ce que nous, parce que nous aussi, nous avions prévu un budget prévisionnel avant les élections de mars. Vous ne connaissez pas le résultat. Et les dépenses et les recettes sont sensiblement identiques. Donc nous avions à peu près les mêmes projections que vous. Mais par contre, nous poserons des questions, si c'est nécessaire, lors de la présentation du BP 2014, parce que là, nous aurons le détail, nous allons signaler ce qu'on a besoin article par article. Donc on pourra poser des questions. Par contre, je vois quand même que concernant les chapitres charges du personnel, élus, subventions, c'est quasiment... alors que les sommes sont importantes, parce que nous avions pas vu également. Donc, ça fait cohérent. Concernant l'investissement, c'est les mêmes réflexions que précédemment, concernant les recettes. Et moi, j'avais vu aussi un écart important concernant le 9
9002. Mais bon, comme pour les articles, je pense que nous aurons le détail de l'ordre de la présentation du budget organique. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez eu la chance d'avoir des taux oui, bien sûr, mais je veux dire que c'est pas une chance, hein, c'était un choix. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les personnes peuvent prédire l'avenir. Non, mais on avait fait un choix et un choix qui était surveillé, je peux vous dire, jour le jour. Tant mieux. Concernant le projet de délibération, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. Vous indiquez... Attendez, je suis en train de chercher après le projet de délibération. Merci. Vous indiquez, concernant l'évolution des recettes, vous allez tenir compte, bien entendu, d'un ajustement des produits d'exploitation à l'activité 2013, vous l'avez expliqué, mais aussi au changement réglementaire de tarification de certains services municipaux, restaurants scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, crèches. Est-ce que l'on doit s'attendre à une augmentation des coûts de service au Marcourt? C'est ma première question. Ma seconde question, c'est que dans cette délibération, j'ai mélangé concernant le financement des dépenses d'équipement, on parle d'un autofinancement d'un 4 ou d'un 2, une recette propre de 770 000. Je rappelle qu'il y avait en 2013 un excédent global de 750 000. Donc je pense que les principaux indicateurs sont acceptables sur la gestion actuelle. Et je pose donc ma question également. Qu'en est-il de l'audit que M. le maire avait préconisé lors de la campagne? Et une réflexion, non, j'ai dit une réflexion, non, je vais attendre la réponse de M. le maire avant de faire ma réflexion. Je vous la donnerai ensuite. Vous avez... Bon. Donc, pour reprendre par la fin, donc sur l'audit, nous avons créé les lignes budgétaires dans le budget qu'on va vous présenter lors du prochain conseil municipal pour justement diligenter cet audit dans le courant de l'année. On ne peut pas présager des réponses de l'audit, donc je n'en dirai pas plus, mais je pense que ce n'est pas une critique contre l'ancienne municipalité, il ne faut pas du tout le prendre comme ça, c'est juste que quand dans une entreprise, comme dans une municipalité, c'est-à-dire dans toute assemblée, hein, toute chose qui fonctionne avec des employés, des budgets, quand il y a quasiment 20 ans d'une même gestion et qu'une nouvelle équipe arrive, il faut savoir d'où on part pour savoir où on va. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir une vision complète de la gestion. Mais une fois de plus, ce n'est pas une critique contre l'ancienne municipalité, l'ancienne gestion, c'est juste qu'on espère avoir un état des lieux clair et précis de la situation. Mais une fois de plus, on ne présage pas du résultat de cette audit. Voilà. Pour répondre également à la question qui était sur la hausse des coûts des services proposés aux Marquois, il n'est en aucun cas question, à première vue, et je pense qu'on partage tous cette opinion autour de la table, d'augmenter les tarifs. Voilà. C'est juste qu'on ne sait pas ce dont demain sera fait. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, pour le système du ticket de cantine, il existe un système informatisé qui va nous permettre une meilleure gestion. Là, je commence à l'expliquer en conseil d'école actuellement. Ce service informatisé va nous permettre, d'avoir une meilleure gestion des quantités, puisqu'on va savoir une semaine à l'avance, peut-être pas une semaine, mais au moins 3 jours, c'est-à-dire le vendredi après-midi pour le lundi suivant et pour la semaine qui suit, le nombre de repas à avoir, ce qui va nous permettre d'avoir un plus grand appel d'offres. Pas simplement une entreprise pourra répondre, ou plusieurs entreprises de restauration scolaire pourront répondre. Et donc ça va nous permettre de tirer les coûts vers le bas, pour avoir une cantine de meilleure qualité. Voilà. Donc c'est pour laisser toutes les portes ouvertes, si vous voulez. Voilà. C'est juste qu'on préfère le dire plutôt que faire une mauvaise surprise après, mais a priori, il n'y a pas de... Je vous rassure et je rassure les Marquois qui nous écoutent. Comment comptez-vous restituer l'audit au niveau des finances et au niveau du personnel? Au niveau des élus, bien sûr, mais aussi au niveau de la population? Alors, je ferai une présentation à la population avec les auditeurs. Le but, c'est que la mairie actuelle ne prenne pas part à l'audit, vu que c'est un audit indépendant, et que les auditeurs puissent donner leur vision des choses, à la fois la vision passée, mais aussi la vision future, à la fois sur les deux aspects que vous évoquez, à l'ensemble de la population. Donc, on fera une réunion publique
On doit encore fixer la date, évidemment, et la fin de l'audit pour vous donner plus de détails, Monsieur Bouchel. Est-ce que cela répond à votre question? Monsieur Delgrève. Vous pouvez connaître le coût de cette audit? Alors, pour tout vous dire, on n'a pas encore sélectionné, vu que ça passe par un appel d'offres, et que pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça passera par un appel d'offres. On est en train de choisir, de proposer et sélectionner un certain nombre dans les cabinets d'audit, et pour les consulter, pour avoir leur prix, leur service et leur disponibilité, et ça fera, comme pour toutes les dépenses de quelques dizaines de milliers d'euros, l'aspect, ça passera par un appel d'offres, comme toute procédure. Et les élus membres des commissions participeront donc à l'ouverture des prix, etc. Est-ce que ça répond à toutes vos questions sur ce double? Je vous rappelle que le budget principal primitif sera étudié dans 2 semaines lors du prochain conseil municipal. Donc, je vous demande donc de prendre acte que la procédure de présentation des allocations budgétaires 2014 a été réalisée. C'est bon, vous prenez acte. Je vous remercie. Passons au point 11. On arrive au bout. L'urbanisme, la convention de mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols, avenant. Je vous rappelle que la commune n'instruit pas elle-même les actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols et que cette mission a été confiée par voie de convention au service de la direction départementale des territoires et de la mer. Cette mise à disposition concernait jusqu'à maintenant l'étude de l'ensemble des demandes de certificats d'urbanisme, de permis ou de déclaration préalables déposées en mairie. Dans un souci de simplification, les services de la préfecture ont demandé à toutes les communes du Pas-de-Calais bénéficiant de cette mise à disposition de retirer du champ de la convention d'instruction des certificats d'urbanisme de simple information, qu'on appelle CUA, ainsi que les demandes de déclaration préalable relatives à l'amplification des clôtures, à compter du 1er février 2014, qui ne posent pas de difficultés particulières. En effet, d'une part, les certificats d'urbanisme d'information permettent uniquement aux demandeurs d'obtenir des renseignements généraux sur son unité foncière, et d'autre part, c'est le conseil municipal qui a volontairement décidé d'instaurer la nécessité de déposer la dite déclaration préalable pour unification de clôture. Je vous propose d'accepter cette demande et de m'autoriser à signer l'avenant à la convention qui a déjà pris effet depuis le 1er février dernier. Je vous propose un vote à main levée. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette mesure? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Juste une demande, monsieur le maire. Monsieur Ségard. À quoi sert d'adopter quelque chose qui a déjà été mis en place? Je vous propose de vous adresser à vos personnes en face de votre table. Vu que ça date du 1er février dernier. Passons au... Oui, d'ailleurs, vous faisiez partie du conseil municipal, monsieur Ségard. Si je me souviens bien. Pas forcément convoqué. Je suis sûr que vous aimez ça, vous avez repris les pour 6 ans, ça veut dire la preuve. Bon, passons au point 12. L'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales, marché public, procédure adaptée. Dans le cadre des délégations que vous m'avez attribuées, je porte à votre connaissance les marchés publics suivants. L'acquisition d'un logiciel informatique pour les services écoles et jeunesse qui a le doux nom de Cyril, pour la somme de 25 688,40 € hors taxe. L'acquisition de tablettes informatiques pour 2 classes via Microsynergie pour 19 325 € hors taxe. 2 écoles. 2 écoles. Oui, mais il n'y en a que 15 par école, donc à moins de diviser les enfants. Oui, mais plusieurs classes pourront l'utiliser, mais pas en même temps. Je vous l'accorde, monsieur Perron. Installation d'une chambre froide à l'estaminet avec EFM pour 6 566,32 € hors taxe, avec l'option rayonnage. Peinture pour traçage sur voirie, avec peinture de haie, 4 998,75 € hors taxe. Fourniture de vivaces pour les espaces verts en 2014 avec hortiflambre, 1495,75 € hors taxe. Fourniture de mini-mottes pour espaces verts 2014 avec graines Volts, 1763,76 € hors taxe. Fourniture de bulbes pour les espaces verts 2014 avec la Socodip, 893 € hors taxe. Fourniture de terreau, engrais et produits phytosanitaires pour les espaces verts 2014 avec la Socodip encore pour 11 527,33 € hors taxe. Fourniture de gazon et jachère fleurie pour espaces verts en 2014
avec Honoré 11 455 € hors taxe, fourniture de ganivelles et poteaux châtaigniers pour les espaces verts en 2014 avec Gédibois pour 864,20 € hors taxe, le curage des fossés avec les sociétés Diane pour 2,05 € hors taxe au mètre linéaire, la réfection des voiries pour les impasses des M de Marque avec la société Eiffage qui ne pourra dépasser le montant de 50 000 € hors taxe, le sablage de la façade du presbytère des M de Marque avec la société STPG pour un montant de 6 800 € hors taxe, la location d'un dupli-copieur pour le service communication avec la société Riso pour 4 950 € hors taxe par trimestre. Et enfin, la création d'une régie comptable nécessaire au fonctionnement des services municipaux, la création donc d'une régie d'avance pour la maison de la nature et de l'environnement. Ceci étant dit, nous allons passer au 13e et dernier point. Vous avez tous beaucoup de choses à faire ce soir, j'en suis sûr, qui est les communications diverses sur la vie de la commune. C'est une communication qui ne demande pas forcément de réponse, mais c'est plus pour l'information des Marquois. Comme vous avez vu, il y a une caméra qui permettra après de visionner à la fois pour ceux qui sont en bas en direct, qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, et pour ceux qui voudront le revoir sur le site internet, ce conseil municipal, ils le pourront. Donc, avant de lever la séance, je tiens à faire part de 3 communications aux Marquois et au conseil municipal. La première communication concerne les ouvertures et les fermetures de classes. Quand je suis arrivé en poste la semaine dernière, 2 classes maternelles, l'une à l'aéroport et l'autre à l'école du Moulin, devaient fermer à la rentrée prochaine. J'ai de suite envoyé un courrier à l'académie pour contester cette décision et je suis heureux de pouvoir vous annoncer ce soir que la fermeture de la classe maternelle du Moulin est annulée. Nos arguments concernant le nombre d'enfants par classe qui aurait pu atteindre quasiment 32 élèves par classe qu'engendrerait la fermeture d'une classe au Moulin et la situation des petits meuniers ont donc porté leurs fruits. Concernant les ouvertures-fermetures, nous avons donc en fermeture de classe maternelle une seule à l'aéroport et 2 ouvertures en classe élémentaire cette fois, l'une à Victor Hugo et l'autre aux Hautes-Communes, ce qui suit l'évolution de la démographie des enfants marquois. La seconde communication est une information également aux Marquois et au conseil municipal concernant la résidence accueil construite en partenariat avec l'association de la vie active d'une capacité de 22 lits située à côté de l'EHPAD. Ces informations étant les seules mises à disposition des habitants par l'ancienne municipalité, permettez-moi de vous en dire un peu plus à ce sujet. En effet, il ne s'agit pas d'une simple résidence accueil, comme cet avis, ici, publié dans la Voix du Nord, et cette publication d'avril 2013, dans la Gazette de Marque, pouvait le laisser penser. Il s'agit en réalité, selon la plaquette de présentation de la société Vie Active, de l'association Vie Active, de créer une résidence accueil, et je cite, pour proposer un logement pérenne à des personnes souffrant de troubles psychiques. Ces personnes, toujours selon la plaquette, je ne fais que citer les plaquettes, sortent d'un hôpital psychiatrique et sont trop fragiles pour vivre seules. Nous sommes donc bien loin du béguinage dont on avait entendu parler au tout début du projet. Nous parlons ici de personnes malheureusement dépressives lourdes, de toxicomanes, de suicidaires. Permettez-moi de m'inquiéter publiquement qu'un tel projet structurant pour notre commune n'ait fait l'objet d'aucune communication auprès des riverains de la part de l'ancienne équipe municipale. Je pense qu'une présentation du projet aux habitants des alentours aurait été souhaitable. Je m'inquiète tout particulièrement du lieu d'implantation choisi pour accueillir ce type de public. En effet, je considère que le triangle qui a été désigné, c'est-à-dire EHPAD, voie ferrée, collège, est tout sauf adéquate pour ce type d'établissement eu égard à la population accueillie qui nécessite du calme. Je m'interroge également sur l'empressement de l'ancienne municipalité à finaliser ce dossier. En effet, l'acte de vente que j'ai ici, des terrains par la mairie à l'association La Vie Active, a été signé le 19 mars 2014, soit 4 jours avant le premier tour des élections municipales. Et le tout, je vous le rappelle, sans information aucune à la population et aux riverains. Je me pose la question de savoir si la cause de cet empressement n'est pas tout simplement politique, quand nous savons que l'ancien président jusqu'à l'année dernière de l'association La Vie Active est également le vice-président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et a une oreille très attentive des plus hautes instances socialistes de la région. La ville de Calais a par 2 fois refusé ce projet et je ne vois pas pourquoi ce qui n'est pas bon pour Calais est subitement primordial et d'une impérieuse nécessité pour la ville de Marque. Sachez
que les moyens à notre disposition pour s'opposer à cette construction sont quasi inexistants. Cependant, l'ancienne municipalité avait promis que la ville de Marcq se porterait garante d'un emprunt à hauteur de 1,8 million d'euros. Je ferai inscrire cette garantie d'emprunt, comme la loi le veut, à l'ordre du jour du prochain conseil municipal et invite d'ores et déjà les élus de la liste Ensemble Changeons Marcq à voter contre cette garantie d'emprunt en espérant que les élus de l'ancienne majorité œuvrent pour le bien commun de notre ville en adoptant la même position. Sur une note plus gaie, je veux enfin couper court aux rumeurs distillées par certains mal intentionnés. Non, nous ne voulons pas supprimer les colis de Noël pour nos aînés, tout comme nous maintiendrons évidemment les repas traditionnels pour ces derniers. Permettez-moi de souligner que je trouve affligeant d'avoir à préciser cela en conseil municipal. Je vous remercie, lève la séance et vous invite à partager un verre. Merci à tous. Monsieur le maire. Monsieur le maire. La séance est levée. C'est trop facile d'attaquer à pas de séance et pas donner la parole. Allez-y, monsieur Perron. Non, mais attendez. C'est faux de dire qu'on a toujours caché le problème. Je l'ai toujours dit dans nos projets que c'était un établissement qui accueillait des gens avec des problèmes psychiques, comme vous avez rappelé. Je ne l'ai jamais caché. Maintenant, si cette banque est faite la veille ou l'avant-veille et sa projet ne date pas que d'un an, c'est tout à fait normal qu'elle arrive à un point où il faut aller dire au notaire, c'est le notaire qui vient nous faire signer un acte de vente. Et c'est tout. C'est pas de dire que le projet est M. Alexandre, comme vous dites, M. Alexandre ne connaît pas plus que ça, c'est pas mon copain, d'accord. Donc, moi je pense que c'est un projet qui était viable. Je n'ai jamais caché à la population ce que c'était. Je n'ai jamais dit que c'était un établissement, un béguinage. Le béguinage que j'ai toujours parlé, c'était de l'autre côté de l'EHPAD. C'est jamais été là. Je vous remercie pour cette précision. Oui. Donc, nous avons appris par la presse la dissolution du comité des fêtes et du comité de la culture, avec disparition du matériel et des acquis. Nous aimerions savoir ce que vous comptez faire. C'est une bonne question. Nous avons également appris la dissolution de ce comité. Nous essayons, j'ai envoyé demander un rendez-vous à Mme Beaugrand, ici présente dans la salle. Je ne sais pas si elle est présente, je ne la vois pas cachée. Non, elle n'est pas là. Elle n'était pas là. Pardon, tu n'es pas là? Ouais, j'ai dit des bêtises. Tu n'es pas là. Mais voilà, j'ai prévu un rendez-vous pour faire le point avec elle. Les événements qui étaient prévus et programmés ont eu tous lieu. Il y a des procédures qui sont en cours. On va reconstituer, nous, le comité des fêtes, comme on a pu le voir dans ces délibérations avec la présence de personnes, et on va surtout reconstituer les actifs. C'est-à-dire, je vous rappelle que techniquement, dès la proclamation par M. Perron, maire en exercice le 30 mars, des résultats, logiquement et juridiquement, le comité des fêtes était constitué des membres du nouveau conseil municipal et que donc toute décision prise a posteriori devrait être caduque légalement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais puisque M. Perron se permet de nous traiter d'ignobles ou de minables sur son compte Facebook, oui, votre fils, et vous ne laissez même pas la réponse aux gens, moi je trouve ignoble d'être parti avec les acquis matériels et de laisser ça à une nouvelle municipalité. Je suis désolée. Voilà, donc pour vous répondre sur le comité des fêtes, après les querelles personnelles, je pense que c'est pas forcément le lieu. Non, tout à fait, mais je trouve ça ignoble. D'accord, sur le comité, je finis juste sur le comité des fêtes. Sur le comité des fêtes, donc nous allons reconstituer les actifs, tenter de les reconstituer, faire appel à des personnalités, ça fera partie de l'audit. Et si nous ne reconstituons ni les actifs, ni les biens, ou une partie des deux, nous portons plainte. Merci. Non, mais de toute façon, il y aura une réponse, s'il vous plaît, monsieur le maire, prochainement. Monsieur Perron avait... Oui, je vous signale qu'il y aura une réponse prochainement. Le comité des fêtes, comme le comité de la culture, c'est la loi 1901 qui régit ces deux associations. Vous l'avez bien dit que aussitôt que les élus, aussitôt le 30, l'élection du 30 mars passée, les membres, les élus de ce comité, bien sûr, n'étaient plus membres du comité. Ils ont fait l'Assemblée Générale, ils ont décidé de dissoudre, ils avaient tout à fait le droit, c'est tout à fait légal. Maintenant, les subventions qu'ils ont eues cette année, ils vont le reverser, bien sûr, parce que tout ce qu'il y avait avant, ils vont donner soit une association caritative,
ou alors une association qui correspond, par exemple, la culture à une association musicale ou autre chose. Et ça va être clairement fait bientôt. Vous aurez les réponses qu'il faut. Il n'y a pas eu de matériel de disparu, comme on dit, tout ça, il n'y a rien eu du tout. Il ne faut pas nous accuser de n'importe quoi. Je vous accuse de rien, je dis juste qu'une fois de plus, l'audit qu'on va commander, l'audit financier, va s'intéresser, à mon avis, à ça, on avait demandé, s'il en a la capacité, et puis une fois de plus, nous, on croit dans la bonne foi de tout le monde, hein, on ne parle pas d'un mauvais a priori, on dit juste que c'est quand même une méthode qui est à la limite du respectable. Il faut respecter les bénévoles, monsieur le maire. Les bénévoles. Nous respectons les bénévoles. Vous n'avez pas respecté les bénévoles, ça n'est pas vrai. Si vous dites. Vous avez eu des propos violents, monsieur le maire. Bénévoles. Vous avez eu des propos violents. Lorsque vous avez fait votre recherche dans le discours. S'il vous plaît, monsieur le maire, j'ai demandé la parole. Monsieur Ségard, vous aviez demandé la parole, en effet. C'est vrai, monsieur Deleuze. Vous demandez la parole. En même temps qu'on ne coupe pas le micro. Vous savez que je garde le bouton à côté de moi. Merci, monsieur le maire. Non, je voudrais intervenir simplement parce qu'il y a un habitant de Marc qui nous avait contacté concernant la société, la convention signée avec le cabinet DLF Ingénierie en septembre 2013. Et cette personne a un terrain de 1500 m², on va lui prendre 1000 m². Cette personne est très inquiète. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous propose de transmettre tous les dossiers à M. Lefebvre, à M. Bius. Et on va étudier l'affaire en particulier, mais plusieurs personnes et habitants de Marc ont reçu les mêmes types de courriers et c'est un dossier qui nous tient à cœur. C'est le moi. C'est bon, plus d'intervention. La séance est donc levée. Je vous invite à prendre un verre. C'est bon.